Parfait. Bon, alors bonjour à tous. Alors, je sais que vous avez eu une semaine assez chargée, que c'est moi qui ai le privilège et le plaisir de terminer. Donc, l'idée de ce topo, de cette discussion que je vais avoir avec vous, c'est de vous présenter un petit peu tous les aspects et les innovations, les développements qui sont faits autour des cardiopathies congénitales, et plus précisément dans le domaine de la recherche. Alors, j'ai un peu mêlé ce qui se fait en recherche clinique, en innovation, et puis tout ce qui est en recherche un petit peu plus complète. Et l'idée surtout, c'était de vous montrer que le cathétérisme cardiaque, ça a toujours été un sujet, surtout chez l'enfant et le congénital, qui a été toujours à la pointe des pathologies. Comme en 1929, là, le premier cathétérisme, c'était Neger qui se l'était fait à lui-même. Hein, donc, on est vraiment sur des situations qui étaient quand même assez innovantes. Et depuis, on n'a pas arrêté d'évoluer, de rechercher, de progresser. Et je crois que c'est ce qui fait un petit peu la richesse de notre spécialité, c'est véritablement de pouvoir mêler à la fois tout ce qui se fait en clinique, en interventionnel, de plus moderne, et de pouvoir réfléchir et essayer de faire avancer la discipline, parce que c'est une petite discipline qui n'avance effectivement que parce qu'il y a des collaborations et des échanges qui sont extrêmement riches et importants. C'est bien évidemment ce qui se passe dans le domaine du congénital. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que là, aujourd'hui, vous êtes au sein de l'Institut Lyrique à Bordeaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'Institut Lyrique, il y a déjà une unité de recherche, on va dire fondamentale, sur les cardiopathies congénitales, avec notamment des modèles animaux qui ont été mis en place, que ce soit chez la brebis, ou chez le cochon. Il y a des modèles de Fallot, il y a un modèle de Fontan qui est également réalisé. Et c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de développement en termes de développement numérique, logiciel, et puis aussi en termes maintenant, depuis plus récemment, de cathéter, puisqu'il y a la possibilité au sein du lyrique, avec des ingénieurs dédiés à ça, de fabriquer ou d'innover sur du nouveau matériel. Donc, je crois que ça, c'est des éléments qui sont intéressants et importants pour vous. Et il faut bien évidemment savoir qu'il y a la possibilité de venir visiter, soit sur des périodes de formation courtes. Il y a par exemple une summer school de cardiologie interventionnelle qui va commencer la semaine prochaine. Et je suppose que vous avez dû recevoir des informations là-dessus. Donc, cette summer school, elle a lieu 3 jours par an. C'est une formation internationale où finalement on aborde tous ces aspects de l'innovation et de la recherche. Et puis, bien sûr, il y a la possibilité de venir sur des temps de master ou de recherche. Ça, c'est toujours possible et envisageable. Donc ça, c'était juste un petit signe pour vous dire que aujourd'hui tout est open, tout est ouvert et que bien évidemment, vous êtes les bienvenus, vous formant aux cardiopathies congénitales pour avoir aussi cet aspect et cet intérêt pour tout ce qui est le domaine de la recherche. Donc, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la recherche dans les cardiopathies congénitales ou qu'est-ce que sont les nouvelles indications? Ben, finalement, il y a des indications ou des extensions d'indications ou des élargissements d'indications qui vont être réalisés par l'amélioration des connaissances ou par l'amélioration technique. Il y a aujourd'hui des patients chez lesquels ou sur lesquels on arrive à intervenir par cathétérisme, soit parce que le matériel a été miniaturisé et qu'on peut traiter aujourd'hui des enfants qui vont être des enfants de plus petit poids ou de plus petite taille. Vous avez suivi, et je crois que vous avez eu là en le cours, aujourd'hui on ferme les canaux chez les prématurés, il y a des interventions fétales aussi qui commencent à se développer. Donc tout ça, c'est des situations qui sont possibles grâce à l'amélioration des techniques, mais aussi à l'amélioration des compétences et des connaissances. Et puis bien évidemment, après, il y a tout un changement de paradigme qui va s'opérer sur les cardiopathies congénitales. Et finalement, on va essayer de considérer une notion aujourd'hui de biocompatibilité avec l'idée de se dire que le dispositif que l'on va implanter, il va rester tout au long de la vie de l'enfant. Et donc, je crois que ça, c'est des éléments qui sont intéressants. Et puis, il y a une autre notion qui est un des éléments phares de notre travail au sein de l'IHU à Bordeaux, qui est cette notion de cœur en croissance, c'est-à-dire de se dire que le dispositif que l'on va mettre, il faut lui permettre d'évoluer avec la croissance et avec le développement de l'enfant et de l'adulte quand il arrivera à l'âge adulte. Donc finalement, j'ai essayé de regarder quelle était la stratégie de choix pour traiter une lésion en cardiopathie congénitale. Quels sont les arguments plutôt de l'envoyer effectivement au cathétérisme plutôt qu'à la chirurgie, même si aujourd'hui ce débat entre chirurgien et cathétériseur interventionnel, il n'a plus du tout lieu d'être, puisqu'il y a un travail vraiment main dans la main entre les deux composantes pour essayer de proposer le meilleur soin au patient. Donc bien évidemment, l'idée d'un traitement d'une lésion par cathétérisme interventionnel, c'est d'abord de ne pas le faire en seconde intention,
Il y a souvent des innovations, vous le voyez quand vous passez dans les services, où finalement, on va proposer de le faire par cathétérisme quand tout est un peu perdu, que tout est dépassé. On se dit, ben, finalement, il n'y a pas trop de risque peut-être à ne pas le faire, ou tout simplement aussi, c'est parce que la chirurgie refuse d'intervenir chez ces patients-là. Et ça, je pense que c'est peut-être pas le meilleur des aspects, même si, bien évidemment, c'est inévitable de pouvoir souvent continuer de cette manière-là. Montrer d'abord qu'on va réussir sur le patient compassionnel, et ensuite, après, de pouvoir évoluer sur les évolutions. L'idée, bien évidemment, c'est de avoir un geste qui va être le moins invasif possible, avec ne pas utiliser trop de produits sanguins, ne pas utiliser trop de drogue, d'avoir un enfant qui va être ventilé et intubé ventilé le moins de temps possible. Éviter les cicatrices, qui peuvent être des cicatrices au niveau du thorax, mais aussi des cicatrices au niveau des vaisseaux ou au niveau des cavités cardiaques. Éviter, bien évidemment, toute cette réanimation qui va être lourde avec ces soins à réaliser. C'est bien évidemment aussi un geste qui va être moins coûteux, même si souvent on ne se rend pas compte parce on a tendance à ne regarder que le coût du dispositif. Mais il faut savoir regarder aussi les suppléments qu'il va y avoir de réanimation, de durée d'hospitalisation, les consommables. Et aujourd'hui, un élément qui est fort, c'est la durée moyenne de séjour aussi. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut bien évidemment considérer. Et quand on fait la balance entre le bénéfice et le risque, on a bien évidemment quelque chose de beaucoup plus vertueux sur ce type d'indication-là. Le moins traumatisant, quand on parle de traumatisme, on pense bien évidemment à la douleur du patient, à la cicatrice, à l'éviction scolaire, par exemple, chez l'enfant, ou à l'arrêt de travail chez le patient qui va être un tout petit peu plus âgé. Et bien évidemment, d'essayer d'intervenir avec le moins de séquelles possible et le moins de réintervention. Et la technique doit aussi, bien sûr, être tout à fait reproductible. Donc, pour rester le plus physiologique, il faut être capable de traiter à temps lorsque le patient est en bon état général et de ne pas se dire que comme il va y avoir une chirurgie qui va être relativement lourde, qu'il vaut mieux peut-être gagner du temps pour amener le patient à l'intervention d'après. Donc, c'est des concepts que je vous donne, mais je crois que c'est des éléments aussi importants sur la réflexion de ce que vous faites et parfois aussi du moment sur lequel on est amené à intervenir chez ces patients. Ça, c'est une courbe qui est extrêmement connue, hein. C'est la courbe qui est publiée de Foster, qui est la courbe en S au niveau des technologies, où finalement vous placez en ordonnée la performance et en abscisse tous les efforts pour arriver, et le temps, et le coût aussi en termes de coûts financiers pour arriver à progresser dans le domaine. Donc au début, on a toujours une courbe qui démarre doucement avec une base qui va être prolongée avec une pente relativement faiblement ascendante pendant quelques années. Et ça, c'est le début de chaque technique. Et ça, c'est ce qu'on a vu effectivement sur la chirurgie cardiaque. On voit effectivement que la chirurgie, ben, pendant les années 39, avec les premières interventions sur le canal artériel, et puis ensuite après, avec les interventions un petit peu plus complexes qui ont été mises en place, on voit que ça démarre doucement. Et puis après, à partir des années 80, 90, 2000, on a eu véritablement cette explosion avec ce S qui est remonté. Et puis finalement, dans tous ces éléments-là, ça veut dire que pour progresser, on arrive à progresser relativement vite quand on est dans la phase la plus ascendante du S. Il suffit que pour peu d'efforts, pour peu de moyens, pour peu d'argent, pour peu tout ce qu'on veut, on arrive à avoir des résultats qui sont explosifs. Et c'est l'âge d'or de ces techniques-là. Et puis après, quand on arrive véritablement, qu'on touche presque le sommet le sommet de cette courbe, on voit qu'effectivement, on arrive à une sorte de plateau en termes de performance et que pour finalement arriver à gagner un demi pour cent, ça va demander des efforts qui vont être extrêmement conséquents. Et on va considérer aujourd'hui que la chirurgie cardiaque est dans cette phase ascendante-là, parce que les résultats sont excellents, parce qu'on a réussi à arriver à des choses relativement importantes, mais que bien évidemment, il est difficile aujourd'hui de concevoir que l'on va pouvoir augmenter encore et aller relativement vite pour progresser dans ces domaines-là. Donc finalement, on pense aussi, donc, quand on fait de l'interventionnel et de l'innovation, il faut réfléchir à l'effet délétère de tout matériel qui va être implanté. Quel que soit le matériel que l'on va mettre, il va y avoir un mécanisme de rejet qui va être complexe. Alors attention, on ne parle pas de rejet comme dans la transplantation, hein, mais de système qui va être expulsé de l'organisme, mais bien évidemment d'accélération et d'altération de physique et parfois mécanique des dispositifs qui vont être implantés par divers mécanismes de tout ce qui va être implanté au niveau du corps, de l'oxydation, de l'hydrolyse, des calcifications, qui vont amener ou qui vont conduire à une dégradation et souvent à une altération avec fracture de dispositifs qui vont être implantés, dysfonctionnement, par exemple d'une valve cardiaque qui va être mise très tôt chez un enfant. Et ces mécanismes-là sont bien sûr associés aussi à des mécanismes d'inflammation chronique qui vont faire le lit aux infections de tout dispositif. Et puis finalement, la troisième jambe de tout ça, c'est les mécanismes thrombotiques et thromboemboliques qui vont apparaître aussi de cette inflammation chronique, avec souvent des besoins en anticoagulants ou en antiagrégants.
et avec des risques emboliques et souvent des risques de microthrombie qui vont là aussi venir aggraver et altérer plus rapidement les dispositifs qui vont être implantés. Le dernier point qui est quand même compliqué quand on implante un dispositif chez un enfant, mais ce dispositif ne va pas être capable de grandir et de croître avec l'enfant. Et c'est ce qu'on parle de mismatch et finalement qui va faire le lit des réinterventions qui vont être relativement précoces. Donc on est tous conscients aujourd'hui qu'il y a une recherche de nouveaux dispositifs qui est nécessaire et de nouveaux matériaux pour là aussi essayer de progresser le mieux possible, le plus vite possible. Donc finalement, je me suis amusé à regarder sur cet article-là, c'est intéressant. On posait la question à l'éditeur de se dire finalement qu'est-ce qu'était un stent qui pourrait avoir toutes les caractéristiques pour être implanté chez un enfant. Et voilà, c'est des papiers. Donc finalement, on vous dit qu'il fallait qu'il ait un profil bas, hein, qui puisse être facilement délivrable sur des introducteurs de petits calibres. C'est un stent qu'on pourrait crimper facilement sur un ballon ou qui pourrait être prémonté. C'est un stand qui pourrait avoir des angles qui ne seraient pas trop traumatiques, qui pourrait avoir un haut degré de flexibilité et qui pourrait être conformable pour venir pouvoir se placer dans des angles ou dans des courves au niveau des vaisseaux. C'est un stand qui aurait un faible degré de raccourcissement lorsqu'il pourrait être implanté, qui aurait une force radiale relativement conséquente quand on le met pour pouvoir permettre de maintenir l'ouverture du vaisseau comme on aurait envie de l'ouvrir, qui pourrait être expansible ou réexpandable facilement, c'est-à-dire qu'on pourrait venir redilater entre l'enfant et l'adulte au moment de sa croissance. Il pourrait avoir des cellules ouvertes pour justement être beaucoup plus facile, qui pourraient être compatibles avec l'IRM, qui pourrait avoir un faible risque de prolifération néo-intimale et dernier point qui pourrait être biodégradable, c'est-à-dire l'idée ultime quand on veut finalement envisager qu'on va mettre un dispositif, c'est-à-dire qu'on le met le temps qui soit nécessaire pour arriver à régler le problème et puis qu'après, qu'il puisse y avoir une réparation vasculaire et même une disparition totale de ce dispositif-là pour essayer de minimiser toutes les réactions de tissu dont je vous parlais la diapositive d'avant et maximiser bien évidemment le remodelage. Donc, si on voulait réfléchir, nous aussi, on pourrait rajouter d'autres éléments. Il pourrait être visible en échographie pour diminuer là aussi les effets des rayons X. On pourrait avoir donc cette notion de guérison tissulaire dont je vous parlais et avoir un stent qui pourrait grossir ou en tout cas qui serait capable d'accompagner la croissance de l'enfant, pas par des mécanismes de dilatation itérative, mais qui pourrait lui aussi s'adapter à la croissance staturale des vaisseaux et de l'enfant. Donc ça, c'est pour vous montrer effectivement tous les domaines effectivement de la recherche, c'est quelque chose de relativement simple vers quoi on peut aller pour essayer d'améliorer les choses. Si on regarde les dispositifs, excusez-moi, ça c'est voilà. Donc si on prend les cardiopathies congénitales, on va se mettre véritablement sur le stent. Hein. Là, en l'occurrence, on va effectivement essayer de regarder un tout petit peu qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. L'idée, bien évidemment, c'est d'avoir un stent que l'on va pouvoir implanter à tous les âges de la vie et qui va bien lui aussi être capable donc de se recouvrir, de se remodeler correctement sans avoir de thrombose, et puis effectivement d'avoir une idée, une capacité de croissance spontanée lorsque le vaisseau va lui être en mesure de grossir. Il y a de multiples dispositifs de stent, je ne vais pas bien sûr rentrer là-dedans. Juste pour vous montrer là aussi qu'on est peut-être là, pour la notion du stent, on a l'impression d'être sur le sommet de la courbe, mais lorsque l'on commence à prendre les nouveaux stents qui est biorésorbables, qui ont été un petit peu à la mode il y a une dizaine d'années, qui sont un petit peu oubliés aujourd'hui, mais sur lesquels il y a un gros niveau de recherche, au niveau de développement, on peut considérer qu'on est peut-être juste au départ de la courbe en S et qu'on va avoir une évolution qui va être relativement rapide dans ces éléments-là. Donc, sur le long terme, qu'est-ce que c'est un stent biodégradable? C'est un stent qui va bien évidemment avoir des risques de complications, qui a eu des risques de complications. C'est des stents qui se fracturent beaucoup plus facilement que les autres. C'est des stents, bien évidemment, il y a une resténose qui est une prolifération à l'intérieur du stent qui est beaucoup plus importante. Et puis, le concept du stent biodégradable, c'est finalement un support temporaire après qu'on ait dilaté avec un ballon et avoir un stent coronaire ou un stent congénital adapté, ce qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, qui pourrait être de petits diamètres de 3 à 5 mm et qui pourrait aussi aller sur des plus gros calibres lorsque l'on a besoin de stenter, par exemple, un canal artériel. Donc là, je vous ai juste montré rapidement, c'est juste pour vous donner un petit peu ces idées-là, c'est que finalement, il n'y a pas de dispositif idéal et que chaque dispositif ou chaque matériel que l'on va utiliser va avoir ses conséquences. Quand on dilate au ballon, bien sûr, il y a un risque de dissection, de recul élastique et souvent de rosténose. Et on peut aller jusqu'en bas avec le stent biorésorbable. Effectivement, l'idée ou ce qu'on aimerait avoir, c'est finalement d'avoir un vaisseau qui va être capable, lorsque la structure même du ressort va disparaître, d'être capable d'amener une qualité, une guérison du vaisseau
Bien évidemment, les risques aujourd'hui, c'est que c'est des dispositifs qui n'existent pas encore vraiment et pour lesquels il y a un gros développement qui est en train de se réaliser. Ça, c'est effectivement l'idée de revascularisation et de restaurer l'endothélium qui va être lésé au niveau du vaisseau. C'est des travaux qui ont été faits avec le stent absorb en 3 phases. Juste pour vous dire que ce stent absorb, il est plus du tout produit aujourd'hui puisqu'il y avait des conséquences en termes de rupture, de fracture et de prolifération et de recénose qui étaient relativement importants. Et c'est simplement pour vous montrer que ces mécanismes-là, aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en train d'être remenés avec des stents qui sont biorésorbables, avec des stents métalliques, des stents acier qui vont s'oxyder, qui vont disparaître. Donc, il y a tout un tas de recherches sur ces éléments-là avec beaucoup de polymères aussi qui vont être utilisés dans ces situations et dans ces dispositifs-là. Et il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de recherche dans ces domaines-là. J'avance un peu pour aller un tout petit peu plus vite. Pour vous montrer bien évidemment une des activités aujourd'hui qui se redéveloppe un petit peu et qui est en train de se structurer, c'est l'utilisation du stent pour aller stenter le canal artériel. Je ne sais pas si vous en avez parlé pendant les cours d'interventionnel que vous avez eus. Ça a été fait par Guiti Milani, le stenting du canal ou pas? Vous m'entendez? Allô, allô, vous m'entendiez? Dans la salle, est-ce Oui, que on vous entend. On vous entend. Est-ce que vous avez fait ce cours? Est-ce que vous avez fait le stenting du canal artériel avec Guiti, Milani? Non. Non, vous l'avez pas fait. Bon. Alors, simplement pour vous expliquer qu'aujourd'hui, ben, vous savez, quand on a une cardiopathie ductodépendante avec la vascularisation des poumons ou la vascularisation systémique qui va être assurée exclusivement par le canal artériel, depuis les années 40, la stratégie, bien évidemment, c'est de faire une anastomose de bloc toxique modifiée en mettant un tube de Gore-Tex entre le TABC souvent et une des deux artères pulmonaires. Donc ça, c'est des éléments, ça c'est l'intervention classique qui est réalisée depuis effectivement une petite vingtaine d'années ou 25 ans. Il y a la possibilité maintenant, chez le nouveau-né, juste après la naissance, d'aller stenter le canal artériel pour le maintenir ouvert. En gros, c'est de faire exactement le même geste que l'on va être amené à faire avec de la prostine. Sauf que la prostine est un médicament qui va avoir des conséquences qui sont jamais très simples pour maintenir soit un enfant ventilé ou soit de pouvoir le faire sortir de l'hôpital avec ce médicament qui va diffuser. Donc, il y a la possibilité mécaniquement de venir installer ici, au niveau du canal artériel, un stent qui va maintenir le canal ouvert. Donc, c'est quelque chose qui commence à se développer. On a mené au niveau national une étude là-dessus, ça, juste pour vous montrer qu'il y a très peu de littérature sur ce domaine-là, avec des séries qui sont extrêmement limitées, hein, puisqu'on a de 10 à 20 patients, et que la plus grosse série, il y a 200 et quelques patients. Donc, l'idée, bien évidemment, c'était de regarder, de comparer entre les patients qui allaient à la chirurgie pour une anastomose de bloc toxique et les patients qui allaient bénéficier du stenting de leur canal artériel, de voir quelles étaient les conséquences, quelle était la mortalité, quelle était la durée d'hospitalisation, quel était le niveau d'utilisation de drogue, et de voir s'il y avait un avantage ou peut-être même un inconvénient à les traiter par cathétérisme. Voilà. Donc finalement, c'est une étude qu'on a menée observationnelle, qui a été menée au niveau européen, qu'on a portée il y a un an, qui est terminée, qui est en cours de publication, où finalement on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de mortalité sur le primary outcome entre le stenting et la chirurgie. Donc, finalement, il n'y a pas de perte de chance ou en tout cas de diminution des résultats si on va plutôt au cathétérisme cardiaque. Et en termes de second outcome, on voit qu'effectivement, il y a une petite différence significative avec un nombre de procédures qui va être beaucoup plus, qui est plus importante, significativement plus importante dans le groupe du stenting. Mais par contre, on a une morbidité, on va dire, hospitalière et en réanimation qui est beaucoup moins lourde chez les patients qui vont bénéficier de ce stenting-là, avec une durée d'hospitalisation plus courte en termes de décharge, une durée de ventilation qui va être plus courte et une utilisation de drogue là aussi qui va être extrêmement limitée. Donc ça montre bien l'intérêt de ces techniques-là. Et je crois que c'est effectivement des choses sur lesquelles il faut qu'on continue à progresser. Donc là, vous avez ici le canal qui est stenté, hein, et là sur lequel on est amené à mettre un deuxième stent parce que vous l'avez compris, on va dire que la problématique, ou en tout cas ce qui ressort de manière significative, c'est qu'il y a un nombre de réinterventions qui est plus importante pour les patients stentés, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de venir refaire un petit geste qui va être un geste à minima, soit au niveau du stent, soit de venir ajouter un stent, mais qui chez un enfant qui est relativement stable, qui est bien évidemment beaucoup plus facile, avec une durée d'hospitalisation qui est très courte. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien évidemment arriver à progresser. Là aussi, il y a un gros travail à faire sur le stent en lui-même,
parce que les stents qu'on utilise aujourd'hui, c'est des stents qui sont détournés de la pathologie coronaire. Et c'est pour ça qu'il y a un gros intérêt, soit de pouvoir travailler avec des stents qui seront peut-être biorésorbables et qui disparaîtront tout seuls quand on n'en aura plus vraiment besoin, ou avec des stents qui vont avoir cette capacité peut-être de s'allonger ou de moins se réduire en termes de taille lorsqu'on a besoin de les implanter avec un profil qui sera relativement bas. Donc ça, c'est pour vous montrer les aspects aujourd'hui qui peuvent se développer sur ces techniques-là. Si on regarde les communications, ou en tout cas les shunts en cardiopathie congénitale, bon, la CIA, vous allez me dire qu'est-ce que on peut dire aujourd'hui sur la communication interauriculaire. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez bien. On est passé aujourd'hui de la seule de la communication interauriculaire ostium secondum confirmée par cathétérisme dans presque 99,7% des cas. Donc, ça, c'est une intervention qui se fait relativement bien. Aujourd'hui, on n'opère plus une CIA simple avec des berges et même sans berges, qui est tout à fait classique et conventionnel. Le traitement par cathétérisme et le traitement de première intention. On vous a montré qu'aujourd'hui, on évolue même vers la fermeture des communications interauriculaires sinus venosus depuis quelques années, depuis 4-5 ans. Là aussi, avec un groupe de travail qui s'est constitué au niveau français et européen pour essayer de voir les indications et les avantages de cette technique-là par rapport à la chirurgie. Il y a tout un tas de matériel qui existe. Vous avez une image de tout ce qui a existé ou ce qui a expliqué. Il y a une évolution qui a été là aussi exponentielle pendant les années 95-2000 avec des nouveaux dispositifs où on a modifié complètement les techniques de fermeture. Bien sûr, cette prothèse-là, la prothèse d'Emplatzer, qui a été faite par Kurt Amplatz dans les années 97, qui a modifié ou qui a révolutionné la pratique en tout cas de la cardiologie congénitale, mais de la fermeture de ces communications interauriculaires chez l'enfant et chez l'adulte jeune. Je ne vais pas vous montrer ce film que vous connaissez particulièrement bien. Les indications aujourd'hui, il n'y a plus de discussion de savoir s'il faut le faire par cathétérisme ou par chirurgie. C'est par cathétérisme dans quasiment tous les cas lorsqu'on est dans une situation qui est anatomiquement favorable. Je crois peut-être qu'aujourd'hui, le seul jeu, ça va être de se dire combien de temps je ferme une communication interauriculaire. Est-ce que j'utilise le TO, est-ce que je ne l'utilise pas? Est-ce que j'utilise l'écho endocardiaque ou est-ce que je ne l'utilise pas? Toujours est-il que c'est ça aujourd'hui les vraies questions qui restent sur la fermeture de la communication auriculaire et aussi le temps passé. On ferme aujourd'hui une communication auriculaire en moins de 15 minutes dans les centres qui en ont véritablement l'habitude et l'expérience. Donc, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui n'est plus un sujet, en tout cas un sujet de recherche. Il y a par contre, bien évidemment, des sujets de recherche, c'est qu'il existe encore de rares ou de faibles complications, mais c'est toujours des complications tout de même. Ça va être des érosions, ça va être des atteintes des valves autour, ça va être des troubles conductifs qui vont apparaître avec des arythmies atriales qui peuvent se développer, soit transitoirement, soit qui vont pouvoir s'installer. C'est aussi des infections sur du matériel et de prothèses que je vous expliquais. Il y a aussi des explications d'allergie au nickel. Donc, je crois que tout ça, c'est des éléments-là qui existent, qui sont très faibles et qui aujourd'hui, bien évidemment, ne peuvent pas rentrer dans la réflexion de ne pas proposer cette technique-là chez un patient qui en a besoin. Mais je crois que c'est aussi des éléments, si on veut véritablement proposer une évolution à la CIA, ben, ça va être d'essayer de trouver peut-être un dispositif qui va diminuer ou peut-être amenuire complètement ces quelques complications. On a mené pas mal de travaux sur le recouvrement, puisqu'on dit qu'effectivement, lorsque la prothèse est bien endothélialisée, qu'elle est recouverte par du tissu tout autour, il y a un risque bien sûr d'infection et de thrombose qui va être extrêmement beaucoup plus faible que s'il y a du matériel métallique qui va rester au contact du sang et au contact de la paroi. Donc, on a essayé de regarder comment se faisait ce recouvrement. Est-ce qu'il y a la possibilité d'identifier ce recouvrement par des nouvelles techniques d'imagerie, de l'ultrafast ou de l'imagerie avec de l'échographie ultra rapide? Est-ce qu'on arriverait véritablement à séquencer, à regarder s'il y a une partie de la prothèse qui ne va pas être recouverte? Donc, tout ça, c'est des domaines qui sont extrêmement passionnants aussi et qui, bien évidemment, s'élargissent à la cardiopathie congénitale puisque ça va porter sur tous les dispositifs aujourd'hui implantables que l'on va mettre dans une cavité cardiaque atriale, que ce soit chez le congénital et chez le non congénital. Donc, il y a aussi un gros intérêt, notamment sur la fermeture de l'auricule gauche avec l'endothélialisation, le recouvrement de prothèses de l'auricule gauche chez ces patients. Alors, qu'est-ce que c'est le dispositif idéal? C'est peut-être un dispositif biorésorbable qui va pouvoir permettre de fermer le trou lorsque la prothèse va être implantée et puis ensuite qui va bien évidemment évoluer. Évoluer, ça veut dire disparaître au fil du temps, permettre au tissu, à l'endothélium du patient de venir canaliser ou recanaliser ou recouvrir
les deux patchs qui vont être implantés, et après d'avoir toute la structure métallique qui disparaît. Donc ce dispositif, il existe, hein, c'est le dispositif qu'on a implanté pour la première fois cette année ou l'année dernière, il y a quelques mois de ça. C'est le dispositif Recept que vous avez en haut à droite de l'écran. Alors, ce dispositif qu'il faut comprendre, c'est que les patchs que vous voyez ici, eux, vont rester, ils vont être complètement recouverts par le tissu. Et par contre, toutes les parties, on va dire, métalliques qui sont aujourd'hui, qui sont faites ici en polymère, eux vont disparaître avec le temps au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois, plutôt 6 mois qu'autrement. Et finalement, qu'on se retrouve au niveau du cœur qu'avec deux patchs qui vont, eux, représenter des capacités, on va dire, d'érosion ou des capacités de thrombogéniques qui vont être bien évidemment extrêmement réduites par rapport à tout dispositif mécanique qui peut être implanté. Donc, vous voyez il y a des dispositifs bien sûr qui vont exister. C'est une prothèse qui ne va pas être métallique et sur lesquels on va arriver bien évidemment à travailler. Donc, ça, ce que je vous disais, c'est la première fermeture qu'on a fait en France ici à Bordeaux avec ce dispositif-là pour les premiers patients avec des résultats qui sont tout à fait intéressants. Je ne vous dis pas que c'est le dispositif qui va remplacer ou supplanter les dispositifs que l'on utilise aujourd'hui pour fermer. Mais il y a véritablement un intérêt de montrer qu'il faut continuer à rechercher dans ce domaine-là et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de travaux qui soient faits, soit chez l'animal, comme je vous montrais juste avant, sur la communication interauriculaire dans nos laboratoires, par exemple, mais bien sûr ailleurs dans des startups qui développent aussi beaucoup de nouveaux dispositifs. J'avance un tout petit peu vite là-dessus. Le sinus venosus, je vous en ai parlé aussi. La sinus venosus, donc, vous l'avez vu, c'est une CIA qui va être localisée au pied de la veine cave supérieure, qui va mettre en relation l'oreillette droite et l'oreillette gauche en communication, qui était effectivement une contre-indication à la fermeture par cathétérisme, parce qu'il n'y a pas la possibilité de venir mettre une prothèse ici pour venir boucher ce trou-là. Et donc, aujourd'hui, les techniques que l'on utilise, ça va être de mettre des longs stents couverts, qui vont être couverts pour venir fermer le trou. En fait, on vient tapisser le haut de la paroi avec un long stent couvert qui va déborder dans l'oreillette de droite et qui va venir fermer et tapisser la communication. Donc, pour faire ces interventions, il y a tout un tas de printing, d'analyse scanner, d'analyse de reconstruction 3D pour avoir la taille exacte du stent, la longueur du stent, la longueur sur laquelle il doit être recouvert ou sur laquelle il doit y avoir une membrane pour arriver à boucher le trou, voir si on ne va pas venir gêner la veine pulmonaire qui est située juste de l'autre côté de la cloison. Donc ça, c'est véritablement un gros travail j'ai envie de dire, de logiciel et de reconstruction d'aujourd'hui que l'on utilise pour avoir ces éléments-là et avec des résultats, bien évidemment, qui sont particulièrement intéressants. Voilà, ça, c'est les stents qu'on utilise aujourd'hui. Il n'y a pas de stent dédié pour cette technique, c'est des longs stents, souvent qu'on fait construire par le constructeur et qui vont être redilatables sur de très gros diamètres. Donc, c'est des stents qui vont être relativement longs avec des gros diamètres, qui vont être mis, bien sûr, sur des gros ballons ou qui vont être auto-expansibles pour certains. Et donc là, il y a véritablement un gros travail d'utilisation et de travail sur ces stents-là où on essaie de voir quelle va être la configuration idéale. Est-ce qu'il faut qu'il soit comme si, avec beaucoup plus fin pour aller dans la veine pulmonaire et pouvoir s'élargir en bas, ou est-ce qu'on va pouvoir le redilater avec un ballon? Est-ce qu'il faut que ce soit des stents qui vont être auto-expansibles, sans parler de la membrane qui va les recouvrir? Donc aujourd'hui, tout le travail du sinus venosus, ça va être d'abord de bien analyser le patient avec de l'imagerie du logiciel, et ensuite peut-être de faire fabriquer un stent qui peut être, pourquoi pas, un stent sur mesure, qui va être fabriqué juste pour le patient, puisqu'il n'y a pas d'urgence d'intervenir sur ce type d'intervention-là. Pour les CIV, on peut parler très rapidement. Hein. Vous savez que pendant des années, les seuls CIV qu'on fermait, c'était les CIV musculaires qui étaient localisés dans le muscle interventriculaire. C'était celle-là exclusivement, où on mettait des prothèses. Alors, souvent, c'était des interventions compliquées parce qu'il n'y a pas un trou, mais il y a de multiples trous. Il y a un trou du côté gauche et puis une multiple de sorties, comme vous voyez de ce côté-là, qui va arriver dans le ventricule gauche. Donc, c'était extrêmement compliqué. Souvent, quand on partait sur une procédure de fermeture de CIV musculaires multiples, on était amené à mettre une multitude de prothèses à l'intérieur. Et puis, depuis quelques années, on est arrivé finalement sur ce qui représente le gros des communications interventriculaires, qui est la cardiopathie la plus fréquente. Ça va être évidemment de pouvoir fermer les CIV périmembraneuses. Voilà. Alors, il y a eu une des premières tentatives dans les années 2000 qui ont vite avorté pour des problèmes de bloc auriculo-ventriculaire qui arrivaient secondairement, pour lesquels il y a eu quelques décès dans les expérimentations. Donc, les prothèses ont été retirées. Et là, depuis quelques années, il y a quelques dispositifs qui reviennent et qui nous permettent bien évidemment de fermer aussi ces CIV périmembraneuses, donc éviter la chirurgie, d'avoir des résultats qui sont excellents. Donc, je passe très vite là-dessus. Donc, les dispositifs de fermeture de CIV sont plutôt multiples, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ces dispositifs-là, c'est des dispositifs ventriculaires pour les fermer des CIV musculaires.
Ça, c'est un coil, le nitoclude de VSD, le lait VSD qui est distribué par la société PFM, qu'on a utilisé avec de bons résultats, mais c'est un dispositif qui est quand même assez compliqué à mettre et pour lequel il faut une learning curve. Et on se rend compte que tous les centres qui en font peu ont souvent pas de très bons résultats quand ils les utilisent. Ça, c'est la prothèse aujourd'hui qui est effectivement utilisée dans ces indications de CIV périmembraneuse. C'est le MFO, hein, alors qu'il y a un nom générique qui s'appelle le Connard, mais quand il est sorti sur le marché, le marché international et européen, en France, on l'appelle MFO. Et puis, il y a des dispositifs qui peuvent être détournés. Ça, c'est le PDA1 de fermeture de canal artériel. Ou ça, c'est l'ADO2AS, qui est un tressage en nitinol très fin, qui est relativement souple et qu'on peut utiliser. Et puis après, il y a d'autres prothèses qui sont en train de sortir aujourd'hui, qui sont développées par les laboratoires plutôt chinois, comme LifeTech par exemple, et Occlutech aussi, qui est un laboratoire allemand, qui lui aussi est en train de sortir une prothèse. Parce que vous avez bien compris que le gros du marché pour la fermeture de CIV, elle n'est pas sur la CIV musculaire, elle est bien sur la CIV périmembraneuse. Et on est dans un monde finalement économique qui est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que les laboratoires ne vendent dans les domaines que quand il y a véritablement une activité et un domaine. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que pour la fermeture de CIV, la technique, c'est toujours la même. On fait une boucle artério-veineuse, c'est-à-dire on va passer souvent par le ventricule gauche, par l'aorte, le ventricule gauche, on va passer dans la CIV, on va revenir dans les cavités droites, souvent dans l'artère pulmonaire, on va venir pêcher le guide au niveau de l'artère pulmonaire et faire sortir le guide au niveau de la veine pulmonaire. Donc on a un guide qui rentre par l'artère fémorale et qui va sortir par la veine fémorale. Et on peut monter après à ce moment-là facilement sur la veine fémorale, qui permet des calibres beaucoup plus gros chez le petit enfant. On va monter le dispositif jusqu'au niveau de la localisation. Et après, on vient larguer le dispositif. Là, c'était un largage directement par les cavités gauches sans avoir besoin de faire la boucle. Voilà dans l'idée. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on opère. Bien sûr, le TO et l'examen fondamental en salle de cathétérisme pour ce type de fermeture-là. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, on peut commencer à partir de 5 kg, 5 kg et demi chez les petits enfants, même pour fermer des CIV qui sont quand même relativement importantes au niveau périmembraneuse. Voilà. Donc ça, c'était un autre cas. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, voilà. Alors, il y a eu une CIV. Je vous mets tout ça un petit peu rapidement. Donc là, c'est pareil. Hein, on arrive à monter ici dans le TAP et on vient libérer la prothèse. Donc ça, c'est vraiment un montage qui se fait ici que par les cavités gauches, où il n'y a pas de boucle qui est faite, hein. On voit le cathéter qui passe par l'aorte ici, qui passe la valve aortique ici, qui arrive dans le ventricule gauche, et on va venir le pousser relativement loin. Ventricule gauche, là, on est revenu dans le tronc de l'artère pulmonaire, donc on met le guide loin dans le tronc de l'artère pulmonaire, ce qui permet ensuite, bien évidemment, de pouvoir monter la prothèse et de venir la larguer sur la cavité. Donc j'avance rapidement sur tous ces dispositifs-là parce que le temps passe et je vais vous parler d'autres petites choses. Donc la fermeture de CIV membraneuse, voilà, ça c'est le dispositif de l'EVSD dont je vous parlais, hein, c'est l'utilisation d'un coil, hein. Donc on voit effectivement ici, on a le coil qui va être ouvert dans l'aorte du patient et on vient ensuite le faire retirer, on attend que le coil vienne sauter ici du ventricule gauche et on vient le plaquer ensuite ici. Vous avez la mitrale qui est là, l'aorte qui est là, le septum qui est là, le VG est là et le VD est là. Donc on arrive comme ça. Et donc là, on vient essayer de plaquer le coil ici au niveau de la communication interventriculaire. Vous avez l'image juste en dessous, l'image de l'angiographie. Donc ça, c'est des techniques qui étaient effectivement assez compliquées techniquement parce que le coil n'est pas très simple à manipuler. Mais par contre, avec des résultats qui étaient bien évidemment assez intéressants je vous dis, quand on avait un petit peu l'expérience de ces techniques-là. Donc là, vous avez l'écho, là, vous voyez le coil ici qui est fermé, là, il est complètement fermé, il est en place, il n'y a pas du tout de shunt résiduel autour du coil. Et là, vous avez le coil qui est en place, donc pareil, vous avez l'aorte qui est ici, le cathéter dedans, avec, vous voyez, la valve aortique et les coronaires qui sont là, le ventricule gauche est là, la CIV est donc bien sous le plancher de la valve aortique, hein, c'est pour ça qu'elle est vraiment périmembraneuse, et on a le coil qui arrive par les cavités droites et qui vient effectivement placer ce ressort-là et venir ressortir à l'extérieur. On utilise aujourd'hui beaucoup plus simplement. Alors, le col que je vous montrais, il ne pouvait être mis que par boucle, hein, c'est-à-dire en passant du VG vers le VD et en traversant les deux. Cette prothèse-là a l'avantage d'être pouvoir visser des deux côtés. Donc, on a la possibilité de la mettre soit par les cavités gauche exclusivement, ou alors en refaisant cette loupe ou ce circuit que je vous montrais, que je vous montrais tout à l'heure. Et ça, c'est des éléments importants. Les valves, mais on sait effectivement, vous le savez, vous avez dû en parler, hein, que la valve percutanée aujourd'hui, ben, on a trois dispositifs qui existent, qui sont approuvés. Il y a la valve Mélodie que vous voyez là,
qui a été approuvé dans les années 2000 et qu'on a commencé à implanter en France en 2008 et 2010. Et puis, qui est une jugulaire de bœuf qui est cousue sur un stent, un CP stent classique qu'on connaît, qu'on utilise même lorsqu'il n'y a pas de valve couvert dessus, qu'on utilise pour du stenting de coartation, par exemple, ou d'artère pulmonaire. La valve Mélodie, elle va de 16 à 22 mm, mais surtout de 18 à 22, puisqu'on sait que quand on utilise des valves trop petites, il y a souvent un risque de rethrombose et d'altération qui est un petit peu accéléré. Donc, on préfère aujourd'hui effectivement implanter des voies VDAP le plus large possible. Donc ça remet un tout petit peu en question l'utilisation, en tout cas avec les dispositifs que l'on a aujourd'hui sur des enfants de beaucoup plus petits. Et puis la deuxième valve qui existe, qui est arrivée un petit peu plus tardivement, mais qui est utilisée aujourd'hui dans pas mal de centres, c'est une valve Edwards. C'est la même valve qu'on utilise aujourd'hui pour la valve aortique dans le TAVI chez l'adulte, hein, où là, vous imaginez bien que ce n'est pas du tout le même marché en termes de volume, qui explique que cette valve-là, elle s'est développée chez l'aorte très rapidement et qu'elle évolue très faiblement ou très lentement, en tout cas en congénital, parce que ce n'est pas ce qui excite le plus le laboratoire qui l'a produit. Mais il y a tout un tas de développements de nouvelles valves qui sont bien évidemment été. L'avantage de ces valves-là, c'est qu'elles ne peuvent être implantées souvent que sur des conduits ou sur des valves biologiques qui ont déjà été implantées précédemment. Donc, on n'est pas vraiment sur de la voie native, même si vous connaissez les cathétériseurs, ils sont imaginatifs et qu'on a réussi aujourd'hui à détourner ces dispositifs-là pour les utiliser sur des voies natives, soit en mettant un prestent, souvent en mettant un prestenting pour arriver à fixer la voie droite et à venir implanter la valve à l'intérieur. Mais on reste quand même sur des volumes. C'est difficile de monter sur une valve de plus de 29 mm. 29, c'est Edwards qui a une valve de 29 qui permet de venir l'implanter. Sinon, sur tout ce qui est mélodie, on peut monter jusqu'à 24-25 mm au maximum. Mais c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc, c'est-à-dire que toutes les voies trop larges ou les patients qu'on va avoir trop tardivement, il n'est plus possible aujourd'hui de les traiter, sauf à faire on va dire, du bricolage de cathétériseurs. Ce n'est pas possible aujourd'hui de les traiter de manière conventionnelle. Donc, l'idée, ce n'est pas bien sûr de vous parler de ça, puisque ça, vous avez dû en parler pendant le cours. Donc, c'est de vous montrer effectivement que ce dispositif-là, ben, ça change bien évidemment complètement la stratégie thérapeutique et qu'il y a effectivement beaucoup de recherches. On a des résultats, si on veut comparer les résultats sur le long terme, qui sont excellents, qui sont même au-delà de ce qu'on imaginait au départ lorsqu'on les a implantés, avec des patients qui ont une survie sans réintervention à 50, plus de 87%. Et on a aujourd'hui des taux de survie sans réintervention à 10-15 ans qui sont là aussi relativement impressionnants. Et toujours la possibilité, bien sûr, de faire du valve-in-valve, c'est de venir réimplanter une nouvelle valve à l'intérieur de l'ancienne. Voilà. Le risque, bien sûr, c'est toujours pareil, dispositif corps étranger, donc le risque d'endocardite, alors qui est peut-être un petit peu plus important sur le contégra, qui est le substrat de la jugulaire de bœuf qu'on va venir coudre sur le stent pour la valve Mélodie, mais qui existe bien évidemment aussi sur la valve Edwards. Hein. Il y a pas de toute façon, il n'y a pas de dispositif qui va être implanté sans qu'il y ait de risque infectieux là-dessus. Donc ça, c'est une vraie réflexion. Donc ça, c'est des éléments, bien sûr, qui sont extrêmement importants et pour lesquels il y a toujours, bien sûr, des recherches pour arriver à trouver de nouveaux substrats, comme je vous le parlais au début de mon cours. C'est de vous montrer effectivement que, vous voyez, quand on utilise une mélodie ou un tube Contegra, que ce soit chirurgical, il y a un risque, bien sûr, d'endocardite. Et souvent, quand on parle d'endocardite, il ne faut pas voir l'endocardite massive, même si ça peut bien sûr arriver, que c'est l'angoisse un peu aujourd'hui de tout le monde, même si avec toutes les précautions qu'on arrive à prendre, c'est des choses qu'on ne voit quasiment plus aujourd'hui. Mais ça va être bien évidemment une dégénérescence un petit peu plus accélérée du dispositif ou de la valve qui va être implantée, avec la nécessité de réintervenir. Donc aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques, et les nouvelles techniques, bien évidemment, elles sont sur l'utilisation de biomatériaux ou de dispositifs qui vont être résorbables sur ces nouveaux dispositifs. Et là, il y a tout un tas de recherches aujourd'hui qui est extrêmement intéressante sur de la bioengineering pour arriver à fabriquer du tissu, qui va être du tissu, lui, qui va être complètement vivant et capable de s'adapter aux conditions infectieuses et thromboemboliques relativement faibles. Et puis après, ce que je vous disais aussi, ben, il y a le travail, et ça, c'est la valve Harmonie, c'est la nouvelle valve qui est en cours de développement, qui n'est pas arrivée encore chez nous en Europe, qui est en cours de développement. Voilà, tout ça, c'est une procédure qu'on a fait hier, que je vais vous montrer un tout petit peu. Voilà. Moi, je suis aux États-Unis en ce moment, c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc, ça c'est le dispositif, ça c'est la valve Harmonie. C'est une valve qui n'a pas de ballon, hein, qui va être auto-expansible. Là, vous avez la voie pulmonaire qui est là. Et, voilà, et là, on vient découvrir les deux premières rangées. Voilà le sommet de la valve. Hein. Donc, là, vous avez votre TAP qui est là. Donc, on vient découvrir les deux premières rangées. Et ensuite, il suffit de venir décoiffer le reste de la valve qui va venir se positionner ici sur l'infundibulum qui est là. Hein. Vous avez l'infundibulum là et les deux artères pulmonaires qui sont ici. Voilà, dans l'idée.
Et voilà, et là, vous avez la fin du déploiement de la valve, hein, avec un résultat qui est tout à fait remarquable. Donc ça, c'est du temps réel, hein, c'est pour vous montrer la rapidité avec laquelle aujourd'hui on arrive à pouvoir stinter les voilages avec ces nouveaux dispositifs. Et ça, c'est des choses qui vont arriver très prochainement, en tout cas dans quelques dizaines de mois en France. Mais la recherche est très importante dans ces domaines-là. Il y a des sociétés, alors c'est beaucoup de développement de start-up aujourd'hui qui opèrent ces dispositifs-là. Alors soit c'est des start-up qui vont travailler avec des universités comme à Boston, par exemple, ou à Cambridge en Angleterre, ou avec des systèmes comme notre l'IHU Lyric à Bordeaux, où on arrive effectivement par des startups ou des spin-offs à avoir des dispositifs pour arriver à trouver la valve peut-être de demain, alors des valves en PTFE complètement. Juste pour considérer que le PTFE, comme on l'envisage comme ça, on parle de biocompatibilité, mais c'est quand même des matières plastiques, hein, c'est des matières qui vont être faites à partir de là, alors qui ont peut-être une meilleure adaptabilité à l'intérieur du corps humain, mais ça reste quand même un corps étranger. Le polyuréthane, c'est pareil, hein, c'est des choses qui sont complètement artificielles, même si elles sont beaucoup plus naturelles et à base de pétrole. Et puis, il y a tout ce que je vous montrais un petit peu tout à l'heure avec le patch, c'est de l'ingénierie tissulaire. Donc là, c'est de prendre un scaffold qui va être, peu importe, métallique, en polymère, résorbable, biorésorbable, j'en sais rien. Tout est possible aujourd'hui, envisageable. Et de venir prendre effectivement des cellules animales ou des cellules humaines pour arriver à les faire pousser et à leur donner la résistance technique que l'on a envie de pouvoir leur donner. Euh, sur les valves natives, bien évidemment, mais ça, vous le savez, hein, ça c'est là, on va dire, on ne fait que détourner ce qui existe déjà chez le patient adulte non congénital. Vous l'avez vu avec le TAVI, avec les clips. Il y a beaucoup de choses qui s'opèrent. Et puis maintenant, il y a les nouvelles valves tricuspides qui commence à se développer, à arriver avec une recherche qui est dingue dans ces domaines-là, avec une multitude de sociétés qui travaillent sur le meilleur concept. On va dire qu'aujourd'hui, le meilleur concept, on n'y est pas, mais on commence à avoir les premières implantations humaines, notamment avec ces dispositifs-là, quand je vais vous montrer, chez l'humain. Et on se pose toujours la question, nous, bien évidemment, de pouvoir utiliser ces techniques-là très rapidement chez l'adulte. Ça, c'est justement ce qu'on a fait il y a 2 ans de ça. On a utilisé le clip mitral pour venir fermer des fuites sur des doubles discordances ou sur des ventricules uniques, des ventricules uniques systémiques sur des patients qui étaient au-delà de tout recours thérapeutique. Donc, on a décrit d'abord la technique et puis on a fait la publication des premiers patients qui ont été réalisés avec ce dispositif-là. Donc, c'est une technique qui a été mise en place et en tout cas qu'on a développée avec Patrice Guérin à Nantes, qui avait une grosse expérience en structurel non congénital. Et donc, on a essayé d'utiliser ces techniques-là. Et finalement, on s'est retrouvé avec des résultats qui étaient quand même assez remarquables. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de faire un Alfieri de la valve. Hein, c'est de prendre une valve qui va être avec un seul orifice fuyant et de faire une valve avec 2 orifices, voilà, comme vous le voyez ici sur cette technique-là. Et finalement, on se retrouve, vous voyez, entre le début et la fin avec des résultats qui sont quand même assez remarquables en termes de réduction de la fuite, quelle que soit la valve sur laquelle ce dispositif existe là. Voilà. Donc, tout ça pour revenir qu'aujourd'hui, pour présenter ces patients, il y a un staff national qui a été mis en place, voilà, qui est drivé par l'équipe de Nantes. Et ça, c'était véritablement pour vous montrer tout le travail qui a été réalisé et qu'on arrive à détourner aujourd'hui les techniques qui vont être utilisées chez les uns, chez les autres pour améliorer l'avantage de nos patients. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces patients-là, souvent les premiers patients, c'est des patients qui étaient récusés pour la transplantation cardiaque. Et qu'au-delà du recours thérapeutique, on a réussi à améliorer d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue clinique. Et qu'il y en a pour certains qui ont pu reprendre un circuit classique et qui pourront peut-être bénéficier d'une transplantation dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Voilà le principe. Le reste, bien évidemment, ça c'est demain, et ça on n'y est pas encore bien sûr sur le congénital, mais ça va être l'utilisation de ces valves qui sont designées pour le côté tricuspide du cœur, c'est peut-être de pouvoir l'utiliser chez les patients congénitaux. Donc pour l'instant, c'est extrêmement compliqué parce que tout dispositif d'implantation de valve-là se fait dans des protocoles extrêmement stricts. Et donc, on discute avec l'industrie, l'utilisation, en tout cas l'existence d'une cardiopathie congénitale, est une contre-indication à la possibilité de rentrer dans les essais. Donc, on essaie de travailler différemment et je pense qu'on pourra très probablement dans quelques temps essayer de pouvoir utiliser ces dispositifs-là chez des patients congénitaux ou en tout cas des patients un tout petit peu plus jeunes pour leur éviter une énième reprise chirurgicale. Ça, c'est pour vous montrer tout à fait le concept de l'implantation de ces dispositifs-là. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le dispositif que vous voyez là, il y en a toute une pléthore qui sont développés aussi pour arriver à répondre à ces indications, à répondre au marché.
Le dernier point, c'est le fond de temps percutané. Donc là, c'est un travail qui a été fait notamment par Younes Boudjemin quand il était à Necker avant qu'il parte au Qatar. C'est l'utilisation de pouvoir utiliser le cathétérisme interventionnel des longs stents pour arriver à faire un fond de temps par voie percutanée. Donc, si c'est des gens que ça intéresse, on a un modèle au sein de l'IHU où justement on développe un fond de temps percutané chez l'animal pour essayer d'améliorer la technique et peut-être là aussi de pouvoir conceptualiser ou développer sur la plateforme de cathéter qui est en place des stents qui vont être adaptés ou du matériel pour venir perforer ou venir arriver à créer une communication entre ces deux vaisseaux. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que ouais, j'ai été dans les temps. J'étais un peu vite, excusez-moi. Et je sais que la journée et que la semaine a été longue. Donc, c'est pour ça que je voulais pas être trop long sur tout ce que je voulais vous présenter. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je vais voir ça. Non, je n'ai pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des choses vous avez été trop vite. L'idée, c'était vraiment de vous faire un Bonjour. overview un petit peu de tout ce qui se passait là et de vous Bonjour. expliquer que pour les gens qui sont curieux, ils sont au bon endroit parce que c'est probablement le congénital qui a le plus de développement comme depuis toujours. Oui, Oui, bonjour, vous m'entendez? je vous entends. Euh, alors, vous êtes passé un tout petit peu vite sur les 2 dernières diapos, mais moi, par exemple, j'ai un patient que je suis avec une double discordance et un VG qui est complètement dépréparé avec une énorme fuite de la tricuspide systémique, pour lequel on sait pas vraiment quoi faire. Ça pourrait être une indication Tout à fait. pour Alors, quelque ça, c'est chose très de simple. percutané. Je vais vous répondre très simplement. Il y a un staff qui s'appelle Hmm. EtherACHD, qui a lieu une fois par mois ou tous les 2 mois. Et l'idée, bien évidemment, c'est de pouvoir présenter ces patients-là. Vous êtes à quel endroit, dans quel centre? À Marseille. Voilà, Marseille. Donc, À Marseille. donc vous travaillez avec Caroline Ovart hein, dans son équipe? Allô? Oui. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, ils font par la Oui, Caroline. vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, oui, tout à fait. Je vous entends, oui. Je vous demandais si vous travaillez avec Caroline Ovart et donc il y a ce staff qui est fait tous les 2 mois, je crois, sur laquelle on vient présenter ces patients-là pour voir si c'est une bonne indication. C'est un staff national, c'est une RCP nationale aujourd'hui. D'accord. Il y a des chirurgiens qui participent régulièrement à ce staff. L'idée, c'est de savoir effectivement est-ce qu'on arrive au bout, est-ce que finalement chirurgicalement il y a encore quelque chose. Et après, il y a une indication qui est prise en discutant avec l'ensemble des gens qui participent, si c'est une bonne indication à proposer cette intervention. Et après, voilà, le côté technique, après, ça se discute, de savoir comment l'organiser. Mais il y a bien sûr, tout ça, c'est envisageable, soit de transférer malade, soit d'avoir les équipes qui vont venir le faire chez vous. On arrive à se déplacer dans certains centres aussi pour aider sur ces techniques-là. D'accord. On n'avait pas envisagé effectivement la possibilité de le faire en percutané. Je le présenterai en staff. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Mais c'est sûr que les premiers patients qu'on a fait, pour répondre à votre question, c'était des patients comme ça, hein, voilà, qui étaient vraiment au-delà de tout recours thérapeutique. On était vraiment dans la partie que j'expliquais au tout départ, hein, mais on commence finalement toujours comme ça, dans la partie vraiment conventionnelle, pour ne pas se dire qu'on allait faire un patient qui pourrait bénéficier d'une chirurgie avec des résultats qui étaient peut-être mieux calibrés. Donc, on est parti vraiment sur des patients, je vous dis, les 3-4 premiers qui étaient même plus greffables, hein, donc, qui étaient récusés à la greffe cardiaque et même à l'assistance. Et puis, on a eu des résultats assez spectaculaires chez ces patients-là. Alors, je ne dis pas qu'on les a guéris de leur double discordance, parce qu'on ne les guérira pas de ça. Mais en tout cas, c'est des patients qu'on a améliorés et qu'on a pu peut-être remettre dans un circuit de soins qui était peut-être un petit peu plus adapté, à avoir une vie qui pouvait exister un petit peu plus tard. Voilà. C'est tout ce que je lui souhaite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais vous saluer. C'était vous reprenez à 13h, hein, c'est ça, à 14h, hein, c'est ça? C'est ça. Parfait. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, moi, je vous remercie. N'hésitez pas si, voilà, un intérêt, des questions, envie de vraiment s'intéresser
tous ces dispositifs et cette recherche, et ce développement qui existe à venir, voilà, venir nous voir, venir faire un peu de recherche avec nous, c'est toujours intéressant. Venir faire quelques papiers avec nous, c'est toujours intéressant pour vous aussi. Et puis bien sûr, voilà, il y a une summer school, hein, je sais pas, je vous l'ai dit au début, tous les ans, qui se fait à l'IHU, où finalement, là, on rentre vraiment pendant 3 jours dans le détail de toutes ces interventions, ces nouveautés, mais aussi savoir comment on fait de la propriété intellectuelle, comment on va développer une idée. Donc, je pense que c'est assez innovant et c'est très intéressant. Voilà. Et ça, je pense que vous avez dû avoir les informations qui sont passées dans le cadre du DIU ou de vos services. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de place puisque c'est une formation internationale, mais bon, on arrive à garder toujours quelques places pour les Français qui veulent y participer. Non, je crois que pour cette année, c'est trop tard puisque c'est mercredi, jeudi et vendredi prochain. Mais en tout cas, je pense que dans le futur, si ça vous intéresse, il y a la possibilité, bien sûr, de vous y inscrire et d'y participer. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de DIU, un bon retour chez vous, et puis l'occasion certainement de qu'on se croisera dans vos activités futures de cardiologie pédiatrique et congénitale, et j'espère interventionnelle. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.